mourir, faut des idées, l'idée est excellente. Salut à tous les camarades. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Jean-Michel Vernochet. Comment allez-vous, Monsieur Vernochet? Oui, ben, bonjour à vous, bonjour à tous, à toutes. Et ben, on fait aller dans ce monde de frappadingue qui est le nôtre et qui est quand même un monde un peu pénible. Ouais, c'est vrai Très. qu'en ce moment, c'est un peu pénible à vivre, oui, c'est sûr. Alors, avant justement de faire un point sur notre beau pays, on commence un peu par parler de l'actualité, de ce qui se passe en Afghanistan. Les talibans se sont installés, nous dit-on. Selon vous, à qui profite tout ça et qu'est-ce qui se passe en Afghanistan? Alors, à qui profite, ça, on ne sait pas, on ne saura. Ça profite déjà peut-être à ceux qui arment les talibans. Et puis, derrière ceux qui arment les talibans, il y a peut-être encore d'autres. Vous savez, la géopolitique ou la géostratégie sont des poupées gigognes. Là, apparemment, quand l'Amérique était en guerre contre l'Union soviétique, il y a eu ce qu'on a appelé une légion arabe. Cette légion arabe était soutenue par l'ISI, qui est le service de renseignement et d'action pakistanais, qui fournissait notamment des armes américaines. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même cas de figure. Et certainement, tout le monde désigne, sans en avoir la moindre preuve, que les armements plutôt modernes, c'est plus les Kalachnikov bricolés. On prenait une barre de direction, la forêt, oui, c'était des Kalachnikov tout à fait homemade, artisanales. Donc, ce serait le Pakistan qui fournirait, mais il faut savoir aussi de quel côté est le Pakistan. Il est à la fois allié des États-Unis, c'est une puissance nucléaire, ne l'oublions pas, ennemi de l'Inde, mais assez proche de la Chine. J'en dis pas plus long. D'accord. Et On voit que... une Comment? chose, c'est que les Américains s'en vont, les Chinois risquent d'arriver. N'oubliez pas qu'ils ont un projet global, qui sont les nouvelles, au moins continentales et hypercontinentales, les nouvelles routes de la soie. Et il y a des chemins qui passent évidemment par le toit du monde, et le toit du monde, c'est l'Afghanistan. Vous pensez que la France va subir en immigration, encore en immigration de masse? Je ne pense pas. Alors on nous fait peur, mais c'est comme pour le Covid, il va y avoir 400 000, 500 000 morts lors de la première vague. Là, on nous annonce aussi des centaines de milliers, voire des millions, on dit même des millions d'Afghans qui fuiraient. Mais par où pourraient-ils fuir, les pauvres? Ils fuiront pas par l'Inde et fuiront-ils à travers le Pakistan? En tout cas, pas à travers l'Iran, qui, je crois, prend des dispositions à sa frontière pour bloquer les passages. Encore que les Pashtuns parlent une langue qui est très proche du farsi, c'est-à-dire la langue iranienne, et qu'il y a à l'ouest de l'Afghanistan des populations qui sont non seulement iranophones, mais qui sont assimilables à des Iraniens. Mais tout ça est assez compliqué. On a vu que, je crois que c'est à la frontière ouzbek, un avion afghan qui cherchait à fuir a été abattu. Je crois que c'est les Ouzbeks. Ou si c'est pas les Ouzbeks, c'est des gens de par là. Et donc, il y a quand même une surtension. Maintenant, quand M. Macron dit que les talibans vont exporter le terrorisme ici, on n'est pas en Syrie, on n'est pas au Yémen, et d'abord au Yémen, personne n'a exporté le terrorisme. Je pense que aussi, c'est du grand baratin. Mais on peut creuser un On peu voit la qu'il y a question. Bernard-Henri Lévy qui a aussi incité à ce qu'on y aille, plus ou moins. Oui, non, enfin, lui, je sais pas, je sais pas d'où il sort, cet homme, c'est un extraterrestre. Oui, 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 Donc, vaut non, mieux pas mais y aller, sûrement. il fallait aller aussi à Benghazi pour éviter un bain de sang. Nous y sommes allés et on a le chaos le Oui. plus invraisemblable, le plus extraordinaire. Il y a eu 10, 20, 30 bains de sang à la suite des bons conseils de M. Bernard-Henri Lévy, de son ami Kouchner et de la politique suivie par M. Sarkozy. On se Voilà. passera de leurs conseils, du coup. Donc, je vais vous dire, sauf si on part du point de départ
pensant que les talibans, des gens qui sont pieds nus, hein, avec un turban au départ et qui habitaient, qui mangeaient une poignée de dattes, je ne sais pas s'ils mangent des dattes, en tout cas un bol de riz, sont des gens qui ont fait sauter les tours jumelles de Manhattan. Enfin bon, on peut tout croire. On peut croire qu'on est allé sur la Lune, on peut croire ceci, on peut croire que le Covid n'est pas une invention, une fabrication humaine. On peut tout croire. Et d'ailleurs, la bonne presse s'emploie à nous le faire croire. C'est incroyable. Voilà, bon, les talibans, ils vont s'occuper peut-être de reconstruire leur pays. Il ne faut pas oublier que 20 ans de présence américaine, 2000 morts, 20 morts chez les Français, mais tout ça sont des morts pour rien, puisque de toute façon, on est revenu au point de départ. Mais avant les 20 années de guerre stricto sensu américaine, on a eu 20 ans de guerre contre l'Union soviétique, guerre à laquelle participaient les États-Unis par le truchement d'Al-Qaïda, par le truchement de la Légion arabe de Ben Laden et des services pakistanais. Nous étions sur le terrain. Et il y avait des conseillers aussi, bien entendu. Et voilà, l'Afghanistan a 40 années de souffrance et de ruines à relever, 40 années de souffrance qu'il faut maintenant penser, évacuer, guérir. Je pense que les talibans ont autre chose à faire. D'ailleurs, arrêtons de dire j'allais dire un vilain mot, arrêtons de dire des âneries plus grosses que nous. Les talibans, en fait, c'est l'ethnie majoritaire, c'est les Pashtuns. Ils s'appellent talibans parce que taliban, ça veut dire élève, ça veut dire écolier, élève des écoles coraniques, mais c'est une ethnie pashtoune qui vient de reprendre le pouvoir qu'elle a toujours eu plus ou moins depuis des siècles. Très bien. On revient en France, pays des libertés. Alors, quel regard vous portez sur cette tyrannie? Comment? On n'a pas de tour jumelle à faire sauter. On n'a jamais vu. Si, alors de temps en temps, on a vu des Afghans qui sont manifestés, qui sont un peu frappadingues. Mais derrière les Afghans frappadingues, il y a aussi l'Arabie Saoudite, qui, je ne sais pas quel jeu elle joue actuellement. Il n'y a pas que la Chine, il y a l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite est en principe un allié très proche des États-Unis et de la France. Bon, maintenant, repartons sur d'autres horizons. Pas de problème. Et ben justement, on revient en France. Quel regard vous portez justement sur cette tyrannie sanitaire? Là, on voit bien, donc vaccination obligatoire, passe sanitaire, surveillance de masse, apartheid. C'est un peu le nouveau monde? Effrayant, mais le nouveau monde? Je note surtout, c'est que c'est un monde qui avance par étapes progressives. On commence, d'ailleurs, c'est toujours en soufflant le chaud et le froid. C'est particulièrement pervers. On nous dit, ça y est, vous allez pouvoir partir en vacances, et en plein milieu, les vacances sont à peine commencées, qu'on nous donne un coup d'arrêt, on tire sur la laisse, et on va nous faire passer, on nous annonce déjà la 3e picouse pour la rentrée. On annonce aussi, certains annoncent déjà aussi une 5e vague. Il faudrait peut-être rappeler des évidences évidentes, à savoir que le variant Delta est très contagieux, enfin plus contagieux que les autres, mais il est beaucoup moins létal. Tout le monde a dit, mais ce sont des scientifiques dévoyés, hein, comme notre ancien prix Nobel Luc Montagnier, c'est une sorte de gros rhume. C'est pas très grave. C'est pas très grave si vous n'êtes pas vacciné. Si vous avez été déjà vacciné, alors là, il peut y avoir des complications. Hein. Donc, vaut mieux ne pas être vacciné pour choper le variant Delta. Mais le variant Delta, alors on nous dit tous les jours le taux d'incidence. Avant, c'était le taux de gens malades ou de gens qui étaient en réanimation. Maintenant, c'est le taux d'incidence. Il suffit que vous ayez été testé positif pour qu'on commence à pousser des hurlements, à se déchirer le visage en disant les hôpitaux vont être saturés. Alors on sait qu'en Martinique, d'ailleurs, les capacités hospitalières sont dérisoires. Et les lits occupés en réa sont de l'ordre de la dizaine ou de la vingtaine. Enfin, c'est très peu de choses. Vous allez me dire que je dis peut-être une bêtise. Je n'ai pas actualisé à la minute présente, mais je donne des ordres d'idées.
je crois qu'on nous baratine et qu'on nous baratine à mort. Le seul vrai problème, c'est pas qu'on nous mente, c'est que les Français gobent ça. Enfin, une majorité de Français. Ça, c'est beaucoup plus gênant. Oui, c'est même assez, ouais, oui, c'est même assez inquiétant. Ouais. Et, euh, et d'après vous, on nous parle aussi de temps en temps d'un modèle un peu à la chinoise. Vous pensez qu'on y va aussi, surveillance de masse, on parle aussi de bons citoyens. Voilà, il y en a qui disent que plus tard, on sera un peu, voilà, modèle chinois avec des sortes de points, entre guillemets, voilà, le bon citoyen et le mauvais, quoi. Voilà, vous perdrez, vous n'aurez même plus montré le droit de monter dans le bus, mais le bus, on peut encore, dans le train, non, aujourd'hui, avec leur passe sanitaire. Toujours est-il, ben, on a déjà une amorce de passe qui s'appelle la carte vitale, il suffira de la transformer un peu, et puis on aura tout en un, tout en un. Oui, oui, on va vers une société de toute façon de contrôle généralisé. Personne n'a encore compris que l'hypercapitalisme, ce que j'appelle aussi l'anarcho-capitalisme, est l'une des deux mâchoires de la tenaille qui se resserre sur nous, l'autre mâchoire étant le collectivisme totalitaire. Donc à la chinoise entre autres, mais la Chine a déjà fait ce mariage entre l'hypercapitalisme, l'ultralibéralisme et le communisme. C'est-à-dire un État très centralisé, ultra-jacobin. Je crois qu'il faut ouvrir les yeux. Mais les Français ont beaucoup de soucis, sont fatigués. Ils pensent à des vacances à juste titre. Ils ont des emprunts à rembourser. Mais c'est rien à côté de l'emprunt de la France. Là. On vient de jeter l'argent par tombereau, on vient de jeter cet argent et ben, un de ces jours, je pense qu'on va nous présenter l'addition. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas si on saisira nos comptes, mais l'addition, elle est là, elle est en attente. Et ouais, puis on voit bien que, ouais, comme vous dites, les gens sont plus ou moins, sont dans leur petit moule, leur petite vie, tout ça, ils pensent pas à... Mais On n'a voilà, pas comme vous dites, quand on va les sortir quand ils seront sortis plus ou moins par la force de ce moule, quand tout va s'effondrer parce que c'est tout éphémère, tout ça, le réveil va être difficile. Il va être difficile ou il va être brutal, mais brutal, ça peut être brutal dans le bon sens, mais c'est-à-dire ça sera violent. Ouais. Ou alors, brutal, ils vont se retrouver sous la botte. Jack London, c'est pas un conseil de lecture, mais presque, avait écrit un roman futuriste qui s'appelait le Talon de fer. Ben, on va se retrouver sous le talon de fer de ces dictatures technocratiques. Enfin, moi, j'étais frappé hier soir en regardant M. Macron, puisque nous sommes le mardi 17 août aujourd'hui, qui, les doigts de pied en éventail, nous parlait bien tranquillement depuis le fort de Brécançon. Et lui, il est en vacances, hein, tranquille. On ne lui demande pas son passe sanitaire à chaque fois qu'il a des invités à sa table ou quand il se rend à la piscine. Et ce monsieur Macron qui est extraordinairement sûr de lui, au moins en apparence, qui a déjà entamé sa campagne et opère un virage à droite en nous parlant justement des réfugiés afghans. On ne sait pas très bien, avec lui, tout est en même temps, on ne sait pas très bien sur quel pied danser, mais on voit bien que ces gens-là planent dans le firmament au-dessus de nous et que leurs destinées ne sont pas la nôtre. Ne sont pas les nôtres de destinée. Alors justement, on voit une petite partie du peuple profond sort dans les rues pour manifester contre cette tyrannie, contre les passes sanitaires, la vaccination obligatoire. Mais voilà qu'une polémique essaye un peu de s'emparer en ce moment de ce mouvement. On a vu une jeune fille qui s'est retrouvée au tribunal pour avoir tenu une pancarte avec un slogan Qui, accompagné de quelques noms de certains élites. On voit que le point Godwin est posé. Que pensez-vous de l'affaire Cassandre Fristo? Bah, écoutez, Cassandre porte un très joli prénom. Cassandre, c'est un personnage de l'Iliade d'Homère. C'est elle qui annonce l'avenir. Elle annonce l'avenir, mais Cassandre Christo annonce aussi le présent. Et bien sûr, dans l'Iliade, personne n'écoute ce que dit Cassandre. Cassandre Christo, je crois, est une femme courageuse, en tout cas, ce qui me semble, et non pas une provocatrice. Elle donne une série de noms. Alors, c'est vrai que cette liste, mais enfin, je pense que c'est
encore une fois, cette polémique est totalement fabriquée. Il suffit de regarder les élites et on voit bien qu'il y a, parmi les élites, il y a un peuple d'élite qui n'est pas surreprésenté, mais qui est fortement représenté. C'est pas moi qui dis, aussi, c'était le général de Gaulle, hein, en décembre 1967. Donc à la suite de la guerre des 6 jours. Oui, bah, les élites sont ce qu'elles sont. On ne les refera pas. La France est un pays composite et il est composé de différents, sans que cela crée des communautés séparées, mais il y a des origines culturelles diverses et variées. Je vois pas pourquoi on en fait tout un plat. Ça, vraiment, je comprends pas. Sauf à ce que l'on fasse un mauvais procès et qu'on le rappelle une fois de plus, comme Monsieur Philippot, qui a été président adjoint, ou pas secrétaire général, président adjoint du Front National et non pas du Rassemblement, et que Cassandre Christo, elle, a été aussi, a joué un petit rôle au niveau local ou régional, mais c'est une bonne façon aussi d'envoyer, c'est à comprendre dans le cadre de cette campagne présidentielle qui est déjà ouverte, que M. Macron a explicitement lui-même démarré hier soir dans son discours sur l'Afghanistan. Il essaye de passer pour un chef de guerre, pour un homme responsable. On parle des 20 Français, on parle des 2000 soldats américains qui sont morts, on ne parle pas des centaines de milliers d'Afghans dont apparemment la vie ne compte pas beaucoup aux yeux de ces politiciens, de ces politicards, et de toute cette engeance. Je dis engeance, hein. Engeance d'hommes publics. Il n'y a pas besoin de dire qui, de tous ces hommes qui participent de l'oligarchie dominante. Voilà, donc que Cassandre soit entendu, mais c'est de mauvaise guerre, comme si le véritable ennemi aujourd'hui était encore Madame Le Pen pour monsieur Macron, qui d'ailleurs on ne sait pas ce qu'il fera, mais on a vu toutes ces dernières à la fois législatures et mandatures présidentielles. Sarkozy n'a fait qu'un mandat, Hollande n'a fait qu'un mandat. Normalement, M. Macron ne fera également qu'un mandat. Alors, je ne sais pas qui pourrait nous sauver. Je ne vois guère d'hommes politiques. J'ai des amis qui disent il faudrait les 2 frères Villiers avec Zemmour. Moi, pardonnez-moi, mais je ne suis pas très convaincu. Tout ça sont des gens qui sont certainement honorables. C'est des gens du système. Mais ce sont, voilà, merci, vous avez résumé ma pensée, ce sont, qu'on le veuille ou non, peu ou prou, des gens du système. Bien sûr. Puis d'ailleurs, pour rebondir sur Eric Zemmour, moi je conseille le livre de Youssef Indy, L'autre Zemmour. On voit que c'est pas un opposant, c'est pas l'opposant qu'on croit, disons. Bah, il défend, on peut le créditer d'un sentiment sincère de patriotisme, mais il défend aussi des intérêts spécifiques. Ce ne sont pas forcément ceux de tous les aborigènes et les indigènes de souche. Alors, selon vous, comment, avant de passer au conseil de lecture, selon vous, comment on peut s'opposer efficacement contre cette vie, en fait, quel conseil donneriez-vous aux camarades qui nous regardent pour tenir bon et vous êtes, comment on dit ça? Comment voyez-vous le retour à la terre, par exemple? Ah ben, plutôt favorable. Je pense qu'il faudrait supprimer toutes les subventions. De même qu'on parle de médecine allopathique. Alors, je sais pas, la médecine allopathique a son intérêt aussi. La médecine, notamment la chirurgie, tout ce qui est mécanique, a fait d'immenses progrès dans le dernier demi-siècle et même depuis un siècle. Mais pour le reste, on ne guérit toujours pas le cancer. On vient de découvrir que le glyphosate, qui était soupçonné mais interviendrait dans des mutations génétiques. Le glyphosate, c'est le Roundup, etc. Tout ce qu'on met. Je serais pour qu'on arrête de subventionner l'agriculture industrielle et qu'on encourage la création de petites et moyennes entreprises à échelle humaine, c'est-à-dire qu'on réinvente, qu'on recrée une classe de paysans et non pas d'ouvriers agricoles améliorés
qui circulent dans des tracteurs gigantesques, achetés à crédit, et en répandant des produits chimiques. Imaginez à quel point le monde est stupide. On répand dans les champs des souricides pour tuer les souris. Et dans le même temps, on tue tous les renards. Mais le meilleur souricide au monde, c'est le renard. Ou c'est l'oiseau de proie. L'oiseau de proie, mais les oiseaux de proie n'ont plus de nid. Ils sont là au milieu des champs, et non plus. Il suffirait de leur mettre un piquet pour qu'ils se perchent, pour pouvoir surveiller la chose. Je pense qu'il y a un désamour à l'égard de la nature qui est pathétique. Au moment où on n'a jamais parlé autant d'écologie, on n'a jamais été autant stupide. D'ailleurs, il y a un bon indicateur en France des ravages faits. Vous savez que la France est le plus gros consommateur de pesticides au monde, proportionnellement évidemment à son agriculture, à sa population, etc. Eh bien, c'est la disparition des batraciens. Chercher des grenouilles, des crapauds, il n'y en a plus guère, parce que ces bêtes respirent, les batraciens, les amphibiens respirent par la peau. Or, l'air véhicule ces pesticides épandus dans les champs, répandus, et tout meurt. Et le monde dans lequel nous vivons est en train de mourir, quelles que soient les grandes déclarations d'un parti qui se dit vert, mais qui n'a rien d'écologique. Rien, ou quasiment rien. À la marge, c'est saupoudré un petit peu. Il s'occupe plutôt des barres de HLM plutôt que de la survie de notre faune et de notre flore. Et c'est pas dramatique, c'est tragique. Et à l'échelle particulière, par exemple, celui qui est... Qu'est-ce que vous conseillez en ce moment pour contrer... on peut boycotter, par exemple, ceux qui nous demandent le pass sanitaire, mais autre chose, comment vous contrez ce monde, par exemple? L'espérer, c'est que les routiers, les camionneurs se mettent en grève. L'État, en 3-4 jours, en une semaine, l'État est à genoux. Puisque l'on nous demande des passes sanitaires dans les grandes surfaces, et les grandes surfaces alimentaires, s'ils sont de toute façon plus approvisionnés, la situation devient intenable en quelques jours. Bon, malheureusement, on leur a peut-être fait des promesses, on leur a laissé, vous le savez, à ces routiers, les fameux restos sans passe. C'est extraordinaire. Les policiers et l'armée, on ne leur demande pas de passe. Mais les pompiers, c'est quand même vital, on leur demande. Les infirmières aussi. Bon. D'ailleurs, il faudrait vraiment se poser la question de pourquoi savoir. Il y a une telle résistance, même si elle est minoritaire, une telle résistance dans le corps médical et paramédical. Paramédical sont les aides-soignantes, les infirmières, etc. Parce que tous ces gens sont témoins de... personne ne sait ce qu'il y a dans le truc qu'on nous injecte. Alors on me dit, mais depuis le temps que les vaccins circulent, on les a analysés. C'est pas vrai, je vais vous dire, moi, depuis le temps que le Coca-Cola circule, personne n'en connaît l'exacte composition. Et c'est la même chose avec les vaccins. Bon, je sais pas, des trucs qui sont en autorisation provisoire. Est-ce qu'on va se laisser injecter n'importe quoi dans le corps? Bon. Par contre, sachez qu'on ne vous demande pas votre passe pour aller vous faire avorter. Enfin, je ne sais pas si ça concerne l'éveil des moutons, mais voilà, l'avortement, c'est open bar. Et oui, on n'a pas besoin, oui, c'est sûr. Non, les gens sont devenus fous, qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne sais pas s'ils sont devenus fous, il faudrait qu'ils se réveillent, effectivement, que les moutons, les moujons, tout d'un coup... et je sais pas, il y a un sursaut, mais en fait, c'est pas un phénomène si récent que ça. Je pense que tout le temps, on a pu déstabiliser, hypnotiser, ça a la peur des masses assez importantes. Mais là, ça quand même, ça dépasse toutes les limites. Quand le collectivisme s'est installé en 1917, à l'hiver 1917, à l'automne et à l'hiver 1917 en Russie, on a installé immédiatement la terreur la plus sanglante, la plus terrible. Staline, c'est bien, mais Lénine avait fait beaucoup mieux, et c'est lui qui a ouvert les premiers camps, qui a instauré la terreur d'État. Bon, là, on n'en est pas encore là, mais
on nous tient par l'anneau qui est passé dans le nez et on nous tire petit à petit vers l'abattoir. C'est mon sentiment. J'exagère peut-être. On verra ça, mais en tout cas, voilà, pour terminer, est-ce que vous auriez des conseils de lecture pour se former correctement et comprendre ce qui nous arrive? J'écris des livres qui ne sont pas forcément faciles à lire parce que c'est pas technique, mais c'est très factuel, donc c'est un peu chiant. Mais il y en a un qui doit être abordable et accessible, c'est les nouvelles dictatures. Les nouvelles dictatures sanitaires. Ça vient de paraître, c'est sorti le 3 juillet aux éditions des Cimes. Ça se trouve, les éditions des Cimes, c'est la librairie française, mais on le trouve sur Amazon. Hein. Les nouvelles dictatures sanitaires, c'est pas un gros volume, c'est donc facile. Sinon, pour comprendre le rapport entre, je parlais de la tenaille, droite-gauche, puisque au fond, aujourd'hui, dites-moi comment faire la différence entre la droite et la gauche, mais entre hypercapitalisme et collectivisme et totalitarisme, je vous recommande un livre qui s'appelle la guerre civile froide et qui explore, il y a quelques années, on ne se posait pas encore vraiment la question, la gauche c'était la gauche, la droite c'était la droite. Donc essayez de trouver ça, vous trouvez ça aussi sur Amazon, vous ne perdrez pas votre temps et ça vous ouvrira des pistes, des perspectives de réflexion. Voilà, sinon, des livres de la littérature moderne, j'en lis pas, j'en lis pas beaucoup. Et il y a des tas de bons livres, il y a même trop de bons livres, mais c'est pas ceux-là qu'on voit. Ils sont pas sur le dessus des piles dans les librairies. Eh oui, c'est toujours pareil. Eh ben, en tout cas, merci à vous. Moi, ça m'a fait bien plaisir de vous recevoir. Et puis, merci aux camarades qui nous regardent. Et puis, à bientôt, j'espère. Eh ben, à bientôt, j'espère, et merci à vous tous. Haut les cœurs, portez-vous bien, soignez-vous bien, faites attention à vous et surtout combattez le système. Eh ben, merci à vous.